Produit avec le soutien de la MDJS. Radio Ma'ali vous accueille dans un nouveau podcast Icône avec nous deux passionnés, Fadel Abdellaoui, l'homme qui parle de sport, c'est ça, qui est directeur du département sport, et Kalim Louissi, l'architecte, qui aujourd'hui est venu nous parler d'un architecte sur lequel je te lance immédiatement et qui s'appelle Monsieur Azaguri. Eh ben, je vais parler de notre doyen, parce que Elie Azaguri est le premier architecte contemporain marocain. D'accord. Donc en fait, c'est en fait, on va dire, le premier architecte marocain diplômé. Et c'est le premier nom que tu m'as proposé quand je t'expliquais le concept du podcast. Tu m'as sorti Elie Azaguri. Oui, parce qu'encore une Fais-toi fois, plaisir. encore une fois, si je dois parler d'un architecte, je dois parler de ce doyen On parle de quelles années là? Alors, Azaguri est né à Casablanca en 1916. Et il est décédé récemment, donc en fait il est notre contemporain, il est décédé en 2009, et c'est quelqu'un qui a exercé énormément à partir de la fin des années 40 au Maroc, donc il a laissé une œuvre très 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 importante. Alors ce qui est intéressant là aussi, c'est que l'œuvre d'Azaguri en vit dedans. Si je vous parle de ces projets, vous avez tous vu, parcouru un de ces bâtiments, le savoir, dans ces projets urbains, sans le savoir. Et c'est là aussi l'intérêt d'en parler dans ces podcasts et donc de révéler des personnes. Alors Azaguri, comme je disais tout à l'heure, né à Casablanca en 1916, il obtient son bac à Casablanca et puis il part à Paris pour ses études. Il part à Paris en 1937. Il est intégré dans l'atelier d'un des architectes. Donc, en fait, avant, il fallait passer des concours pour intégrer l'école des Beaux-Arts. C'était la seule école d'architecture à Paris. Et en fait, il l'a passé 2 fois. Et la deuxième fois, il a été admis 17e sur 300 personnes qui ont passé le concours. Et il intègre l'école des Beaux-Arts en 39. Quelle mauvaise année pour faire des études. Et pour un juif de plus Ah oui, pour un juif, voilà. Oh, j'avais oublié ce détail. Donc en fait, il intègre l'école des Beaux-Arts. Ouais, c'est les nazis. Et puis il doit fuir très rapidement Paris sous occupation. Il se retrouve à Pau, puis à Marseille, dans l'autre côté de la France, dans la France libre. Et donc en fait, il se retrouve à Pau, il voyage, il travaille beaucoup, il se retrouve à Marseille par la suite, il revient à Paris, il finit son école des Beaux-Arts. Et après, en fait, c'est là où c'est intéressant, c'était la guerre mondiale était aussi un moment de foisonnement d'idées. En architecture, dans les arts, ces moments de crise sont des moments où on est en plein reconstruction, donc en plein débat, en formulation d'idées nouvelles. Et Azaguri a fait partie de beaucoup d'équipes. Donc d'abord, il était un architecte moderne, très engagé politiquement. Il faisait partie du Parti communiste. Et il se retrouve en fait par la suite en Scandinavie, donc il part en Suède, il travaille chez des architectes en Suède, puis il revient à Paris, donc il est copain avec tout le Gotha de l'art parisien, donc il est très influent. Il était l'un des rédacteurs d'une revue qui s'appelle Le Carré Bleu, qui est une revue d'architecture scandinave, éditée en français et en anglais, et il était l'un des dynamos de cette revue. Puis il rentre au Maroc. En quelle année? Il rentre au Maroc fin des années 40. Je crois qu'il rentre en 49 ou 48. Et il rentre au Maroc et il est le seul Marocain natif qui fait partie du groupe Gamma. Alors Gamma, c'est ce qu'on appelait le groupe des architectes modernes marocains. Donc en fait, c'est tous les architectes qui étaient au Maroc et qui étaient porteurs d'une nouvelle vision sur l'architecture. C'est ceux qui ont exposé à Aix-en-Provence en 53 le projet des carrières centrales. Donc tout le projet et c'était le seul architecte marocain natif qui faisait partie de ce groupement et était un membre très influent. On sent que derrière leur architecture, à l'époque, il y a une vraie idéologie en fait. C'est-à-dire, tu nous l'as bien expliqué dans le podcast, tu nous l'as fait sur l'urbanisme casablancais, mais il y a un concept, une réflexion derrière ils font pas des bâtiments. Alors, j'ai dit que politiquement, c'était des gens engagés. Donc, c'est des gens qui sont très ancrés à gauche. Donc, lui, il faisait partie du Parti communiste. Et dans leur idéologie, ils étaient un peu opposés, en fait, à cette idée du beau pour le beau. En fait, pour eux, tout ce qui est art déco, etc., c'est quelque part du tartinage D'accord. Qui est un petit peu brutaliste, non?
Ben justement, en fait, c'est un des... voilà, on retrouve un spécialiste. Non, un type qui a écouté ton podcast. donc il fait partie du mouvement brutaliste. Et en fait, ce qu'ils veulent produire, donc ce qu'ils ont exposé à Aix, c'est l'architecture pour le plus grand nombre. Donc, en fait, comment faire du logement pour tous. Donc, comment faire une sorte de pacte entre la société et... On s'intéresse pas à l'élite, on veut donner du décent au peuple. Alors, si on retrace l'histoire, la grande histoire de l'architecture, ce qu'on va retrouver, ce qu'on va ressortir comme bâtiments intéressants, c'est soit des temples dédiés aux dieux, soit des bâtiments dédiés aux grands hommes. Oui, c'est jamais un immeuble populaire. Ouais. Et ce n'est qu'à partir du XXe siècle, on commence à parler de logement social comme architecture, on commence à parler de maisons comme architecture. Donc c'est tout un paradigme, il est très engagé dans cette idée. Et ce qui est intéressant, c'est juste après l'indépendance, donc dans le Maroc indépendant, le premier grand quartier qu'on confie à un architecte marocain, c'est Drb Jdid. Alors Drb Jdid, c'est Hay Hassani aujourd'hui, et c'est Azaguri qui construit tout Hay Hassani. Donc pour tous les habitants de Hay Hassani, je tiens à dire que c'est le créateur de ce quartier. Après, par la suite, il a construit énormément à Casablanca. Donne-nous des exemples. Alors moi, jeune étudiant, j'ai passé mon bac au lycée Mohamed V, et au lycée Mohamed V, il y avait deux architectures. Il y a la partie intérieure du lycée où il y a la partie construite dans les années 20-30, et puis il y a ce bâtiment à l'entrée sur le boulevard de Mars, qui est le pavillon scientifique du lycée Hassan II. On lui doit le pavillon scientifique du lycée Hassan II. Et peut-être, en fait, si je passe au divan et je fais ma psychanalyse, peut-être que c'est quelque chose qui a fait que j'ai décidé de faire des études d'architecture, parce que j'étais impressionné par ce savant travail brutaliste. On voyait le béton brut, on voyait la brique. Là où tu vois beaucoup de brutalisme, c'est à Agadir, puisqu'après le tremblement de terre, on est parti sur ces gros blocs. Alors d'abord, et toute l'administration, excuse-moi, je te coupe, parce que c'est une dernière chose, je sais que j'ai habité là-bas, et quand même, toute l'administration. La cité administrative d'Agadir a été faite par Azaguri. Ah ben voilà, je le savais pas, mais quand je l'ai vu, j'ai reconnu. Non, il est d'abord quelqu'un qui a fait Drb Jdid d'abord, puis qui a fait pas mal de bâtiments, notamment il y a un très beau lycée qu'on lui doit aux Roches Noires. Exactement, le groupe scolaire des Roches Noires. Le groupe scolaire des Roches Noires. Il a construit pas mal d'écoles à Casablanca, en fait, dans les beaux quartiers de Casablanca, en Fa, etc. Des écoles qui sont désaffectées aujourd'hui. Le village de vacances de Cabo Negro. On doit se poser des questions dessus. Puis après, il y a Agadir. Agadir, alors c'est un moment particulier dans l'histoire de l'architecture marocaine. C'est un moment, en fait, il y a la reconstruction. Et en fait, plutôt que de faire venir des architectes d'ailleurs, c'est les architectes d'ici qui prennent le devant, qui étaient très engagés. Donc, quand je dis architectes d'ici, c'est des natifs du Maroc, des Marocains ou des gens qui sont installés ici. Zevago, Azaguri, Tastemain, Faraoui, Demazière, Bin Salem, etc. Et Azaguri faisait partie. Alors, Azaguri aussi, c'est le premier président de l'ordre des architectes au Maroc, donc c'est aussi notre doyen dans ça. Et puis, donc, il y a tout Agadir, il y a toutes ces constructions très intéressantes qu'on lui doit. Le Capo Negro, en fait, il fait tout le village de vacances. Le village de vacances de Cabo. Donc, c'est vraiment... Moi, je suis devant Google, contrairement à Calais, mais je vous explique. Non, puis il y a aussi, en parlant, j'ai envie aussi de dire que malheureusement, c'est des œuvres qu'on connaît pas, qu'on méconnaît et qu'on risque de perdre. Donc en fait, un petit cri du cœur, c'est le bâtiment, l'office de thé qu'on doit à Azaguri, à Eisbach, qui a été démoli récemment pour faire des projets de logement social dans une ville où on a besoin de musées, on a besoin d'équipements, on a besoin de mémoire. Et ce bâtiment s'y a prêté, mais à merveille. L'office de thé à Eisbach, c'était vraiment une œuvre particulière d'Azaguri. Donc c'est ça aussi, de dire que parler de gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas, c'est aussi en fait garder un peu de mémoire et garder un peu de ce qu'on peut se transmettre aux générations futures. Sauf que là, effectivement, Azaguri n'est pas très connu par les Marocains. Mais là, à t'écouter, il a construit une bonne partie du Maroc moderne. Leur environnement. Non, surtout quand tu connais Agadir. Ma question, c'est quelles étaient ses relations un peu politiques avec le régime de ce temps-là? Parce qu'il a eu quand même beaucoup de projets stratégiques. Ouais.
Et donc, je pense que il y avait bien une relation particulière avec dans le temps Hassan II, peut-être Mohamed V avant. Alors, je pense qu'Azaguri rentrait dans les années 50, enfin 40, fin des années 40, mais qui a construit d'abord dans les années 50 sous occupation, avec une casquette communiste, et quelqu'un qui est aussi opposant, qui est aussi résistant. Donc c'est intéressant de voir ça, de voir en fait aussi que les communistes, qui sont des opposants au pouvoir de Hassan II, étaient les résistants pendant le protectorat. Donc il y a aussi ça, mais bien sûr en fait en travaillant, sa vision politique, il l'a transcrit plus dans ses œuvres. C'est-à-dire, quand on voit les projets qu'il construit, il y a vraiment une vision sociale, politique, etc. Un artiste ou un architecte n'a pas forcément à être sur la scène publique, à porter... c'est surtout que la construction du Maroc après indépendance, il fait partie un peu de ces gens importants qui ont... leurs choix ont quand même défini des choses importantes qui se sont réalisées. Et donc... Est-ce que tu veux dire, sa position idéologique n'a pas retiré ses responsabilités, en fait? C'est un peu ce que je me demandais. C'est-à-dire, il est communiste, oui, il est quelque part contestataire, révolté. Non, Fadel, mais après, Fadel, il a construit il a contribué à la construction du Maroc. Oui, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, en fait, parler de ça comme ça dans un environnement, à l'époque, il y avait combien d'architectes au Maroc? On parle d'une époque où il y avait une vingtaine. Alors, Azaguri est le premier architecte marocain, le deuxième est Faraoui, après il y a eu Ibn Salah, et on peut même les compter sur 10 ans, on peut compter les premiers architectes marocains, entre fin 40 et fin 50, on peut les compter. Et donc en fait c'est une période aussi où ils peuvent construire, participer à la construction, tout en étant en entier accord avec leurs principes. C'est pas, j'entends ta question, mais c'est pas pour autant que ça en fait un serviteur d'un système ou quelqu'un qui va travailler pour le système. Et d'ailleurs, il suffit de voir en fait ses réalisations et son œuvre. Quand il construit Agadir, est-ce que sincèrement... C'était en 1960. Agadir, tremblement 60. Est-ce que vous croyez que c'est ça l'image de l'architecture officielle? Alors, moi, je dis quelque chose, et là on sort du podcast, je dis quelque chose. Il y a eu un discours de Hassan II en 84. Où il reçoit les architectes marocains et droit dans les yeux, il leur dit voilà ce qu'il faut faire. Et en fait, c'était pour moi la mort de l'architecture marocaine, parce que à partir de ce moment-là, on a décidé de dire aux architectes voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Aujourd'hui, c'était quoi en l'occurrence? En fait, c'est une période où on a refait du pastiche. On a ramené de la tuile, on a fait des arcades, on a refait. Oui, c'est-à-dire qu'il avait l'obsession de mettre de mettre de la tradition, mais un peu bzzz, un peu de force. Non, Azaguri, quand tu regardes, moi ça me rappelle le Brésil en fait quand je vois les constructions. Alors c'est en même temps le Brésil, mais c'est en même temps une architecture moderne incarnée localement. Ce qui est intéressant avec ces architectes qu'on appelle en fait la deuxième génération de la modernité, parce qu'en fait c'est des modernes qui ont fait une autocritique de la modernité. Parce que la modernité première du Corbusier, de Gropius, de Vandero, etc., c'est une modernité qui se veut une modernité valable pour tout temps et pour tout espace. Et donc en fait on construit pareil en Suède, en Norvège, en Russie, à Tombouctou et au Brésil. Et en fait on s'est rendu très vite compte que c'est pas possible, qu'il y a des spécificités culturelles, qu'il y a des spécificités climatiques, qu'il y a des spécificités locales en gros qu'il faut respecter. Et cette génération, dont Azaguri est l'un des porte-flambeaux à l'international, pas au Maroc. Et en fait, avec une grande circulation des idées, c'est des gens qui communiquaient entre eux. C'est pour ça que quand on voit ce que produit Azaguri à Casablanca dans les années 50-60 et qu'on compare avec ce que fait Niemeyer à Brasilia, en fait, il y a quelque chose qui est en même temps commun, mais avec des particularités locales. Oui, mais ce qui est intéressant quand tu n'es pas architecte, c'est qu'avec le recul, moi qui ai habité à Agadir, quand je vois cette architecture, parce que je l'ai vue au Brésil, je me dis c'est marocain. C'est-à-dire que effectivement, c'est pas basé sur des choses marocaines. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en imposant une modernité, tu peux la récupérer aussi. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Azaguri pour valider ton dossier de candidature? Non, mon général. Merci les amis, validé. C'est bien ça, hein, ouais, un petit peu de l'architecture. Fadel Abdellaoui, tu vas nous enchaîner avec qui? On va rester dans les A, A-Z, et il y a A-Y. 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 كاين واحد E-L. Ouais, هذاك L ديال التعريف. C'est pas grave. Donc, Younes.
Younes Lainaoui. Exactement. Alors, Younes Lainaoui, j'ai réfléchi à quel angle je vais traiter Younes Lainaoui. Le rasta, le rebatté, le coup droit. Le Rodic, le marathonien du match contre Rodic. Hein, c'est contre Rodic. Le match infini. Ouais. À l'Australien, je crois. Tu peux faire d'autres. L'angle que je voulais traiter, le Maroco-français aussi, c'est ça. Oui, sa maman est française. Ouais, c'est un couple mixte. Mais je pense qu'il a habité longtemps à Rabat, lycée. Et donc, c'est un sport. Je vais parler de mon expérience ainaoui. Le tennis a une particularité. Ça se joue toutes les semaines. Et pendant cette semaine, pendant des années, chaque semaine, on voyait 3 Marocains qui faisaient des tournois tous les jours. Et j'étais fan. Je restais tard quand c'était l'US Open, je me réveillais très tôt quand c'était l'Australienne. Et donc, la génération, moi, elle m'a marqué. Et ce qui me marque encore plus, c'est le fait qu'on n'ait plus personne, c'est-à-dire que c'était une parenthèse dorée à notre échelle de tennis marocain. Parce que le tennis marocain, c'est 3 joueurs. Il y en a d'autres, mais Hadou qui sont arrivés en même temps. Qui sont arrivés à des niveaux mondiaux. Top 100, top 100 tous les 3. Je pense même top 20, top 40. Hein. Ouais, je pense même, Fadel, que c'était tellement évident qu'à un moment donné, on croyait que c'était quelque chose qui va durer dans le temps et qu'on va toujours avoir 1, 2, 3, 4, 5 Marocains. Oui, mais c'est des histoires familiales. Hein. Bon, je peux pas parler de Kalim Alami, je connais moins bien, mais Younes Lainaoui, je connais bien la famille. Enfin, je connais le frère. C'est une famille de sportifs qui a beaucoup investi, je ne parle pas évidemment que d'argent, mais de temps, d'énergie humaine, pour donner à leur fils, leur deuxième fils, les conditions idéales pour arriver à ce niveau-là. Le tennis, c'est beaucoup d'argent qu'il faut déposer pour les voyages, c'est un sport individuel, et c'est pour ça que je dis oui, tennisman marocain, bien sûr, bras ouverts, on ne peut pas lui enlever ça, mais c'est aussi une histoire de famille, une histoire d'une famille qui se mobilise autour de son garçon. Mais c'est souvent le cas sur certains sports. Oui, le tennis, en l'occurrence, c'est le même cas. Ça n'enlève rien à son succès, au contraire, hein, mais c'est ça l'histoire de Kalim. Alors, c'est très compliqué de parler de Younes Lainaoui tout seul, parce que tous, dans notre imaginaire ou dans notre mémoire, on les associe tous les 3. C'était le pack des 3 mousquetaires, on les appelait les 3 mousquetaires et tout. Mais lui a été quand même le plus talentueux, celui qui a réussi le plus de choses des 3. Il a commencé donc dans les milieu des années 90, sa carrière pro à l'ATP. Et c'est très vite distingué par un style de jeu. Il avait un coup droit très puissant, il avait un service très puissant, il faisait beaucoup d'ace, c'était une de ses points gagnants statistiques. Par contre, il avait un revers moyen, qui était un peu son point faible, même s'il arrivait de temps en temps à faire des passings du revers qui étaient... Et donc, Lainaoui, sur sa carrière, il a quand même été un des joueurs les plus connus. Hein. Le circuit ATP, il y avait des joueurs qu'on connaissait tous. Et il faisait partie de ce groupe. Lui et Federer, c'était des amis au début de la carrière de Federer, mais on voyait plus que lui, c'était le pote des autres joueurs. Il était beaucoup apprécié par les joueurs. C'est un bonhomme adorable, je le dis vraiment du fond du cœur. Oui. C'est un type adorable. C'est un type avec qui qui est ouvert, qui est chaleureux, qui est sympathique. C'est vraiment des bons moments qu'on peut passer avec. Et ça, on le voyait souvent dans C'est ce qui transparaît même à travers l'écran. Hein. C'est quelque chose que les gens sentent. Et souvent, il y a eu des interviews d'après-match où on va poser la question à l'adversaire de Lainaoui du jour. Et souvent, ce qui ressort, c'est grand joueur, c'était difficile de le battre. Mais ce que je l'adore, ce mec-là, mais c'est vrai. C'est pas de la langue. Il était très apprécié. Alors, Lainaoui, dans sa carrière, il a remporté quand même quelques titres. Casablanca. D'abord, c'est le premier. Doha, effectivement. Doha, en début d'année, qui lui donne une place de numéro 1, je pense quelques semaines numéro 1 mondial. Alors ça, c'est une légende. Souvent, les Marocains te disent, mais Lainaoui a été numéro 1 mondial. Il a été, parce que c'était le premier tournoi de l'année, et qu'il l'a gagné. Exactement. Mais il a été pour une semaine numéro 1. Pas l'ATP, au race. Pas le classement ATP. Là, le race, c'est l'année. Il était premier au race. Il n'a jamais été premier à l'ATP. Pourquoi ? Oui, parce que c'est le premier tournoi. Parce que c'est le premier tournoi de l'année. Le race compte du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. Alors, à l'ATP, il a été 14e au top de sa carrière, il était 14e. Voilà. Il a donc gagné le tournoi d'Amsterdam, un tournoi de Bucarest,
le Doha ExxonMobil Open et le Grand Prix Hassan II. Non, en fait, c'est le 4e Grand Prix Hassan II, c'est pas le premier. Et le tournoi de Munich. Mais le plus prestigieux étant celui... alors, le plus prestigieux, le prize money, c'est Doha. Mais le plus prestigieux pour un Marocain, on va dire, c'est celui de Casablanca, où il gagne presque à domicile, il est rebatté, mais bon, il est chez lui. il est chez lui au Maroc. Mais il a quand même été 11 fois finaliste, dont Qatar une autre fois, Grand Prix Hassan II 2 fois, où il avait la première fois été battu par Guillermo Pérez et la seconde fois Julien Bouter. Il a été dans le groupe mondial pour la Coupe Davis avec les 3 années. Je pense en 2001, 2003 et 2004. On a même fait un match extraordinaire contre l'Espagne. Et on va t'en parler parce que j'y étais. Et ouais, il faut peut-être en parler. Tu en parleras mieux que moi. Non, j'ai un extraordinaire souvenir. Ça se passait peut-être, ça avait le stade du Prince Philippe à Saragosse. Le premier match, c'est Arasi contre, je pense, Ferrero. Arasi prend 3-7. Et là, alors on doit être 20-30 Marocains, quelques journalistes et quelques supporters. Et l'idée, c'est que l'Espagne pense terminer le lendemain. Donc au bout du 3e point, Ainaoui se pointe dans un stade qui était très très chaud. La Coupe Davis, c'est chaud. On est plus proche du foot que de l'ambiance de Wimbledon, etc. Et Arasi te claque Correggia. C'est spectaculaire, voilà. Ça dure 3-7, c'est une leçon. Ainaoui te claque Correggia en 3-7, c'est une leçon, c'est phénoménal. Un silence de mort dans le stade Philippe, on devait être 10 à applaudir ou 15. Et mon souvenir, donc j'étais journaliste et je couvrais c'est quelque chose avec l'Espagne quand même. Tu sais, Correggia en conférence de presse, je pose une question, il le prend très mal, il claque des portes, il part, et il se fait rappeler par la fédération parce qu'il est obligé de répondre aux questions des journalistes accrédités et ensuite il s'excuse. Mais on a senti une vexation dans le public ce jour-là, une vexation extraordinaire. Donc Ainaoui égalise, le lendemain on perd le double, on prend le premier set, on perd ensuite le double, on est à 2-1 le dimanche et déjà on est dimanche alors qu'on s'attendait à finir et Ainaoui gagne son 2e simple contre Ferrero et c'est finalement 2 têtes. Je pense que c'est Alami qui va jouer le 5e match, qui va se blesser très vite et donc on perd 3-2. Mais cette ambiance au stade du Prince Philippe à Saragosse où on arrivait, mais vraiment c'était parce que bon ils étaient pas, les joueurs savaient qu'en face ils avaient une bonne équipe, les joueurs espagnols. Mais le public espagnol pour eux c'est la patrie du tennis, la terre battue. Correggia, Ferrero, c'est réglé et là il y a cette espèce de 2 jours extraordinaires. Et quand je parle de Ainaoui, à quel point ce bonhomme est sympathique et ouvert, le soir des matchs, on était dans le même hôtel, on pouvait tous aller discuter avec lui et il nous commentait ça, il était venu en famille, de façon très ouverte et dans le sport de haut niveau, je peux vous dire que c'est rare de trouver quelqu'un d'aussi accessible. Et toujours dans le groupe mondial de Davis, un autre grand souvenir cette fois, c'est le fameux Federer-Ainaoui au complexe Hamel. Maroc-Suisse, où je vois Federer. Alors là, par contre, le jour où j'ai vu Federer, moi aussi j'étais au stade, le complexe. C'est extraordinaire. Voilà. Et là, je me dis peut-être que c'est le sportif le plus accompli que j'ai vu. Bon, à l'époque, live devant moi. Voilà, dans tout sport confondu, je sais pas si j'ai vu un niveau pareil en foot. J'avais pas vu ni Messi, ni Ronaldo, ni Maradona. Jeune, Federer, oui, mais il était extraordinaire. Et Federer de tête, un souvenir que j'ai, c'est qu'il jouait au foot avec les ramasseurs de balles après les matchs. C'est-à-dire qu'il était. Je vois même avoir des photos où il s'amusait à faire des petits buts et prendre les ramasseurs de balles, les joueurs qui voulaient jouer, et ces gens-là jouaient. Il y avait une super ambiance dans le tennis à l'époque. L'Ainaoui a aussi une belle carrière en tournoi du Grand Chelem. Il a eu une 40aine de participations sur sa carrière. Il a rencontré une fois l'Alami au premier tour de l'US Open, et c'est Alami qui avait gagné. Et sinon, il a un match historique dans le match le plus long. Le match le plus long. Le match qui se finit le lendemain. Qui se finit le lendemain. C'était, je crois, à l'Australian Open contre Andy Roddick. Et qui dure combien de temps ce match? Je me rappelle plus. Ça va le sortir, ça. Comme ça mais je sais que c'était 21-19. Je pense que c'était un 21-19 au dernier tour. 21-19 au 5e tour, effectivement. Au 5e set. Au 5e set. Voilà, 5 heures de match. 10 ans d'écart entre Ainaoui, 31 ans, et Roddick, à l'époque, il a 21 ans. Et cette année est une année extraordinaire pour l'Ainaoui, qui fait quart finale de l'US Open, 3e tour de Roland Garros, 3e tour de Wimbledon et quart finale à l'US Open. L'Ainaoui était quand même pas le joueur prédisposé ou qu'on va attendre comme étant le vainqueur d'un grand chelem. Il a toujours navigué entre top 20 et top 50.
mais qu'on voyait souvent dans ces quarts de finale. Il a eu quand même cette déception de ne jamais dépasser cette barrière du quart de finale de Grand Chelem. De Roland Garros, c'est ça? De tout. C'est Roland Garros qui fait le quart. Non, c'est surtout l'US Open. C'est Arazi qui avait fait le quart de Roland Garros. 2 fois Roland. Par contre, lui, il a fait 2 fois le quart de l'Australie. Il a perdu en 2000 contre Kafelnikov. Et il a fait 1 fois quart à l'US Open. Donc si toi contre Leighton Hewitt qui suivait le tennis, si on devait donner des qualificatifs un peu peut-être réducteurs ou caricaturaux aux 3, tu aurais, je pense, Arazi le plus doué sur le talent brut. Mais avec un mental plus faible que les autres. Enfin, c'est ça, le gaucher surdoué, c'est-à-dire c'est un peu énervé. Voilà, il était énervé. Voilà, exactement, qui est un peu dominé par ses émotions. Et Alami, sans doute l'athlète le plus complet. Il était talentueux aussi. Ouais. Mais moins régulier. Il bat Sampras, numéro 1 mondial. Il a eu beaucoup de blessures dans sa carrière, Alami. Alami est très talentueux pour moi aussi. Je l'aimais. Et Ainaoui, tu le mettrais comment? Je le mettrais comme le travailleur, celui qui a cru en lui et qui a bossé, qui a continué à bosser. Lui aussi a été souvent victime de blessures. Pour moi, le plus talentueux, c'est Karim Alami. D'accord, ok. Mais l'Ainaoui, pour moi, c'est le meilleur des 3. Allez, si je prends tous les paramètres, il n'y a pas que le talent, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que le mental. Le mix des 3, pour moi, l'Ainaoui est numéro 1. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? J'ai entendu parler qu'il est coach à la Fédération française de tennis. Oui, il est même directeur d'un tournoi, mais c'est un tournoi à exhibition, c'est-à-dire on ramène des légendes et toutes les revenus de ce tournoi sont reversés à une association contre une maladie. Je pose la question parce que pour moi, Ainaoui, il n'est pas à démontrer. C'est quelqu'un qui aime le pays, qui aime le tennis, qui aime transmettre. Et d'ailleurs, il a essayé de le faire en rentrant très vite après la fin de sa carrière au Maroc. Mais aujourd'hui, je me demande pourquoi il fait pour la Fédération française de tennis. Il est chargé d'un programme de recrutement. Il choisit des jeunes tennisman, scouts, et il les accompagne en fait par la formation. C'est un programme de tennis d'élite. Je vois un peu où tu vas en venir. Et sachant, enfin moi je regarde de près le tennis national aujourd'hui, tout simplement parce que mes gamins y jouent, et je vois que c'est très difficile et que aujourd'hui en fait, vu les conditions qu'on a, on est loin de pouvoir sortir des nouveaux champions. Et c'est dommage de voir quelqu'un comme l'Ainaoui partir le faire ailleurs. Alors que peut-être que c'était ça les clés de la continuité de cette génération. Qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, il y a des étapes qu'on a parcourues, mais on s'est arrêté. Quand il fallait mettre en place l'étape suivante, la première étape, c'était de faire intéresser un peu les Marocains au tennis. Donc, il y a eu un encouragement des clubs. Et on a commencé aussi cette stratégie de faire des tournois, de devenir une destination tennistique un peu du circuit mondial. Il n'y a pas que le Grand Prix Hassan II. Il y a aussi plusieurs tournois ITF. Ouais. Il y a des futures. On fait plus des challengers que des ITF, alors que par exemple, quand on voit l'Égypte, ils ont une vingtaine d'ITF par an. Les Tunisiens en ont une vingtaine. Aujourd'hui, c'est pas pour rien que Sfar, par exemple, en Tunisie, était en quart à Roland Garros. Je sais pas ce qu'elle a fait après. Ons Jabeur. Elle a fait quart finale à Roland Garros. Quart finale. Je sais pas si elle est passée après. Là. Elle a fait huitième finale. Donc voilà, c'est parce que en fait, il y a des programmes d'accompagnement. Les jeunes, quand ils arrivent au stade de l'ATP ou du Challenger, ils sont déjà bons. C'est en fait, d'ailleurs, toi qui as suivi l'Ainaoui, moi je me rappelle l'Ainaoui quand il était en méforme parce qu'il revenait de blessure, il était classé 200e. Il partait en Amérique latine faire une tournée, il ramenait des points et il revenait à l'ATP. Moi j'ai un peu de mal avec parce que vraiment je connais pas très bien le tennis, enfin je suis comme tout le monde, mais je connais un peu le parcours de ces 3 joueurs. J'ai du mal à les inscrire dans une stratégie nationale. Voilà, j'ai vraiment l'impression c'est l'accident de l'histoire. Non, j'ai l'impression que par hasard, voilà, il s'est trouvé deux jeunes doués, des familles prêtes à les supporter, qui avaient les moyens aussi de le faire. C'est pas. Mais ça aurait pu être le catalyseur de toute une politique. Contrairement par exemple à l'épopée, j'ai envie de dire le Guerrouj. Bon, le Guerrouj c'est la tête d'affiche, mais tous les Skah, Nezhabi Douane, Hassan Mnhassi, on a quelque chose qui ressemble à une politique
et qui a donné des résultats avec une détection et avec des gens qu'on a sortis qui n'auraient pas réussi sans cet encadrement. Là, dans le tennis, on est quand même dans des parcours très individuels et familiaux. En tout cas, c'est la perception que j'en ai pour l'avoir un peu vu de près, quoi. Oui. Mais bon, ça n'empêche pas le statut de tampon. Alors, on va donner le tampon à toute la famille. Alors, la famille Aina, oui. On valide. On valide. Merci Fadel. Merci. Produit avec le soutien de la MDJS.